concrètement, quel résultat je peux souhaiter obtenir sur une équipe? Comment je valorise mon côté créatif dans un CV? Comment, si je le suis et que je porte un peu ces idées-là, comment je peux le faire? Si tu es dans une entreprise où personne ne parle de créativité, alors utilise des méthodes, mais n'en parle pas. Crainte très très forte de la part des managers, c'est de perdre de pouvoir. On passe pour des doudingues et c'est OK. Et donc ça aussi, il faut pouvoir l'assumer. Qu'on soit ingénieur, qu'on soit commercial ou chef de projet, est-ce que tu peux effectivement nous dire au final comment ça fonctionne en entreprise, la créativité? Voilà, comment on fait? Bonjour à tous, écoutez, on est très très heureux de vous accueillir pour ce webinaire ce matin et j'en profite pour vous souhaiter une très très bonne année à tous, pour que cette année 2021 soit un peu meilleure que l'année 2020. Écoutez, c'est un grand plaisir ce matin d'accueillir pour ce webinaire, se challenger pour la créativité, pour se démarquer, mon amie Corinne Landais, que je connais depuis très très longtemps, qui est entrepreneuse chez Idein, et auteur d'un très très beau livre, manuel pour créativer en entreprise, que je vous montre, mais ça va faire partie de ce webinaire, aux éditions Eris Créativité. Moi, je suis le CEO du coup de Winbound, qui est une agence en stratégie d'acquisition de prospects, et on est toujours en recherche de nouvelles techniques, méthodes qui permettent d'aller plus loin dans les thématiques rédactionnelles ou dans la formation des commerciaux. Écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. On s'est donné 30 minutes et puis on répondra à vos questions en fin de webinaire. Et pour entrer dans le vif du sujet, Corinne, ma chère Corinne, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la place de l'innovation dans l'environnement économique aujourd'hui et ce thème créativé que je crois que tu as toi-même inventé? Merci, mon cher Michel. Donc, l'innovation, aujourd'hui, on en a tous besoin. L'entreprise a besoin de se réinventer, d'innover pour transformer et s'adapter aux évolutions que l'on vit en ce moment. Innover, c'est pas avoir une idée nouvelle, mais c'est ne plus avoir de vieilles idées. C'est ce que nous disait l'inventeur du Polaroid. Et donc, aujourd'hui, l'innovation est souvent mise sur la technologie, alors qu'en fin de compte, elle fait partie de tous nos univers dans l'entreprise, que ce soit l'organisation, le management, la comptabilité, la gestion d'équipe. On en a besoin partout, on a besoin d'avoir des idées nouvelles. Et c'est vraiment un enjeu aujourd'hui des entreprises de pouvoir innover avec les équipes, d'être dans ce qu'on appelle l'innovation collaborative. Et les individus le demandent. Il y a une étude qui a été faite par Innovacteur. 76% des collaborateurs demandent à ce que leur entreprise leur demande d'innover. Et pourtant, c'est pas aussi simple que ça, et c'est ce qu'on va voir dans ce webinaire. Alors, on a parlé aussi de créativité. Créactiver, ça veut dire agir avec créativité. C'est passer à l'action, avoir des idées et en même temps oser les mettre en œuvre. Et on va le développer par la suite, cette notion de créactiver, comment est-ce que j'ai des idées nouvelles et comment je les mets en place aussi dans l'entreprise. Créactiver, c'est aussi adopter une nouvelle posture, un nouvel état d'esprit, utiliser des outils et des méthodes. Et il en existe effectivement de nouveaux pour se réinventer. D'accord. Corinne, j'étais un peu surpris dans ton livre, un petit peu dès le départ, là, tu remets un peu en cause le modèle managérial en disant ça ne fonctionne plus. Moi, j'avais plutôt en tête que le management s'était en partie réinventé et qu'aujourd'hui, on s'adaptait quand même plus aux attentes des collaborateurs. Pourquoi ça ne fonctionne plus, ce mode managérial actuel? Alors, le mode managérial aujourd'hui ne fonctionne plus. L'évolution que tu vois ou que tu vis ou que tu as dans tes convictions, Michel, c'est pas le cas dans toutes les entreprises que je peux rencontrer et dans lesquelles j'interviens. On a un management qui est culturellement basé sur le pouvoir et avec une segmentation très pyramidale dans les décisions, dans la prise d'initiative, qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres pays tels que les pays d'Europe du Nord. On est véritablement dans la norme, dans le contrôle. C'est ce que me disait l'autre jour dans le milieu de l'industrie. On en parle souvent comme quoi la norme, la qualité peut être créaticide et on croule sous les normes. Et donc, ça crève la prise d'initiative, le fait de pouvoir faire autrement, et cette prise d'initiative est fortement remise en cause. Les 4 grandes fonctions du manager, organiser, contrôler, décider, planifier, sont volées en l'air avec notre contexte actuel qui bouge énormément. Et le plus grand danger dans les moments de turbulence, c'est pas la turbulence, c'est le fait d'agir avec la logique d'hier. Et la crise nous a mis un coup de fluo là-dessus. Moi, je vois aujourd'hui les entreprises qui sont résilientes, c'est les entreprises qui ont mis la collaboration et la créativité au cœur de leur démarche. Et c'est pas forcément le cas dans l'ensemble des entreprises. Donc, c'est véritablement de parler d'innovation,
de collaboratif et de travailler avec les collaborateurs. D'accord. Tu parles dans le livre du coup de profils différents. Alors j'avais comment dire découvert ce qu'était la méthode DISC avec des profils plutôt de personnalité et tu évoques effectivement comment dire des profils de leadership donc créatif, directif, délégatif, consultatif, participatif. Et donc, j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus, effectivement, sur ces profils, cette carte un peu de leadership que je connaissais pas forcément et que je trouve intéressante dans ton approche et d'identifier ce mode de management par rapport justement à ce prisme de la créativité. Alors donc effectivement, aujourd'hui, donc il s'agit de stimuler la créativité en tant que manager, c'est de stimuler la créativité de ses équipes et de pouvoir la mettre en œuvre. Sauf qu'il existe différents types de profils. Et lorsque je rencontre des dirigeants ou des managers qui me disent, ben oui, je stimule la créativité, je mets en place de la créativité dans mes équipes, il y a effectivement différents types de profils. Alors, je vais vous les présenter, je vais vous les mettre à l'écran, les quatre types de profils. Alors, ces types de profils que j'ai établis sont issus aussi du management situationnel et d'une étude aussi IGL sur les capacités effectivement à solliciter les idées de ses collaborateurs. Alors, je mets le diaporama et vous allez à l'écran le document. Alors, on a ce qu'on appelle le leadership directif. C'est « j'agis selon mes idées ». Souvent, je peux rencontrer des dirigeants qui ont fondé une entreprise et qui sont très créatifs. Et donc, pour eux, la créativité, c'est de pouvoir effectivement la mettre en œuvre, mais c'est eux qui l'infusent auprès de leurs équipes. Donc, ça fonctionne très bien sur les équipes débutantes, mais si on a des équipes confirmées, ça peut être aussi très créaticide parce qu'elles n'ont pas de prise d'initiative, elles ne peuvent pas exprimer leur créativité. Ensuite, on a ce qu'on appelle le leadership consultatif. Le consultatif, c'est le manager qui demande aux équipes leurs idées, mais c'est lui qui va rester dans une posture de décision. Et j'insiste là-dessus parce que souvent on me dit oui, mais je fais du management collaboratif, je demande leur avis et en fin de compte, mais c'est moi qui continue à décider. Donc, on est dans un leadership consultatif. C'est intéressant parce que ça stimule les équipes, on leur demande leurs idées et en même temps, elles ne sont pas encore dans l'autonomie d'action. Ensuite, on a le leadership participatif. Participatif, c'est que je m'intègre avec mes équipes et on va réfléchir ensemble et on va donc décider ensemble selon nos idées. Donc là, c'est intéressant parce qu'on fait monter aussi en compétences créatives l'ensemble de nos équipes. On se met dans une réflexion collective. Donc, c'est plutôt là, effectivement, qu'on va retrouver un management d'innovation collaboratif. Et le manager fait partie de la discussion avec les équipes. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le leadership délégatif. Le manager va donner l'autonomie à ses équipes pour décider elles-mêmes de leurs idées, choisir, innover et les mettre en place. C'est-à-dire qu'il leur donne aussi totalement l'autonomie d'action. Donc, 4 postures que l'on a besoin de mettre en œuvre. Alors, il n'y a pas de bon ou de mauvaise posture. L'objectif, par contre, en tant que manager, c'est bien de faire monter en compétences et de faire grandir ses équipes en termes d'autonomie et de créativité. Donc, de passer progressivement d'un management leadership consultatif pour arriver progressivement à un participatif et un délégatif. Inversement, un manager qui nous dit « c'est bon, je les laisse faire, ils font ce qu'ils veulent ». Si on a une équipe de débutants, si on travaille par exemple à distance avec des personnes qui ne se connaissent pas, là on peut tuer la créativité. On va avoir besoin du manager peut-être pour driver, encourager, et donc qu'ils reprennent une posture plus participante dans la démarche. D'accord. Et ça veut dire que toi, Corinne, tu vas, quand tu accompagnes, je crois que tu as accompagné des centaines d'entreprises en France, c'est-à-dire que tu vas accompagner aussi le dirigeant à avoir une posture d'innovation, et c'est ce que tu évoques quand tu dis le management doit changer, doit s'adapter au contexte et à l'évolution du monde qui nous entoure. Et donc, ça veut dire que là, tu vas aussi coacher ce dirigeant. Exactement. C'est-à-dire que, par exemple, souvent, je rencontre des dirigeants qui sont très, très créatifs. En général, c'est eux qui ont eu la vision, qui ont eu l'idée, qui ont ce talent. Sauf qu'ils sont tellement créatifs qu'ils ne laissent pas la place à leurs équipes pour oser avoir des idées. Ou souvent, c'est bon, je leur ai demandé, c'est pas leur job, c'est pas leur métier, c'est moi. Et donc, ils ne sollicitent pas assez cette créativité. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens sont plutôt dans une action d'exécution d'idées.
Il n'y a pas de prise d'initiative et il n'y a pas de prise de confiance aussi dans leurs propres idées. Il y a bien une progression à avoir et c'est un accompagnement, une évolution de posture progressif à mettre en place. Donc, moi, j'invite effectivement les dirigeants à se dire, mais finalement, quand on parle de créativité dans l'entreprise, d'où viennent les idées? Est-ce que j'écoute réellement mes équipes? Est-ce que je les forme? Est-ce que je les accompagne? Est-ce que je fixe un cadre qui soit assez, je dirais, de confiance, structuré, pour qu'ils puissent aussi oser faire autrement? D'accord, merci. Évoquons aussi le sujet de la créativité, parce qu'en fait, c'est le sujet de ton livre, un livre très bien fait, avec beaucoup d'illustrations assez sympas pour comprendre. Et effectivement, au-delà de la posture du management, qui est important, parce que je crois que c'est le manager qui insuffle cet état d'esprit au sein de l'entreprise. Au final, la créativité, ça peut paraître assez large, et je pense que qu'on soit ingénieur, qu'on soit commercial ou chef de projet, on n'en a peut-être pas forcément le même spectre. Et donc, est-ce que tu peux effectivement nous dire, au final, comment ça fonctionne en entreprise, la créativité? Voilà, comment on fait globalement? Alors, donc déjà, peut-être revenir avec un peu de pédagogie, Michel, sur la définition de la créativité. La créativité, ce n'est pas enseigner, expliquer. Et donc, je vais juste vous redonner une définition parce que souvent, on mélange créativité, artistique, intuition. Et c'est de vous redonner simplement une définition qui est inspirée de Créa France. Créa France, c'est l'association française pour le développement de la créativité, association dont je suis adhérente depuis maintenant 7 ans. Et je vous invite à visiter leur site. Il y a différents événements qui nous aident effectivement à promouvoir l'innovation et la créativité en entreprise. Donc, une définition inspirée de Créa France. La créativité, c'est simplement l'aptitude à avoir des idées nouvelles en fonction d'un contexte donné. C'est une posture d'ouverture, d'ouvrir le champ des possibles, voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. C'est une posture où, en fonction des problématiques, on cherche plutôt une solution. Et c'est donc une posture effectivement d'ouverture. Autre clé aussi qui est intéressante à savoir sur la créativité, c'est l'association de 2 cerveaux. Alors aujourd'hui, la neuroscience ne situe plus cerveau gauche, cerveau droit, mais j'aime bien reprendre cette métaphore. Et je vous refais un partage d'écran encore sur un autre document. Je suis désolée, c'est un... La créativité, c'est l'association de 2 modes de pensée. La pensée imaginative, intuitive, et la pensée rationnelle pour pouvoir être sur la pensée créative. Et souvent, on nous associe la pensée créative, de créativité, sur cette posture uniquement de idées nouvelles, idées farfelues, brainstorm, alors que c'est bien une association de 2 postures. Avoir des idées nouvelles en fonction d'un contexte donné et analyser effectivement ce contexte. C'est 2 postures aussi qui sont données en neurosciences avec ce qu'on appelle le cerveau adaptatif et le cerveau automatique. Moi, aujourd'hui, la neuroscience me donne beaucoup de clés pour argumenter et expliquer la créativité en entreprise. Et puis, pour vous redonner aussi un autre schéma, comprendre la créativité, c'est comprendre aussi un processus. Donc, il y a des chercheurs qui ont cherché aussi pour comprendre comment fonctionnait notre cerveau. Et je vais vous donner avec un schéma une explication assez rapide. Donc, d'un côté, c'est de faire appel à son imagination, et l'autre côté, c'est de pouvoir arriver à la réalité. Et donc, comprendre le processus de créativité, c'est un peu comme un saut en hauteur. Pour faire un saut en hauteur, vous prenez du recul. Eh bien, la première phase en créativité, c'est de pouvoir explorer, poser des questions. Ouvrir le champ des possibles, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les problématiques clients. C'est une première étape que l'on fait aussi dans un processus créatif qui est de se poser des questions. L'art de la maïeutique de se poser des questions. Ensuite, la deuxième étape, c'est de partir dans l'imaginaire, ouvrir le champ des possibles. Et c'est là, effectivement, où on situe souvent la créativité. Sauf que ces idées, elles sont peut-être aussi à améliorer. Et donc là, on arrive à la troisième étape, c'est de prendre le temps de développer, argumenter et faire aboutir les idées. Quand je présente ce schéma en entreprise, il y a souvent un rapprochement qui est fait aussi avec le mode projet. Et souvent, on lance des idées sans avoir pris le temps de faire cette première phase, la phase explorée, d'analyse. Et moi, je m'aperçois aussi aujourd'hui, au fur et à mesure des différents ateliers de créativité que je peux animer en entreprise ou des séminaires de vision, la première phase, elle est primordiale pour être le plus efficient possible en phase d'imagination.
hein. La créativité ne se limite pas au brainstorming ou au fait d'émettre des idées les plus farfelues. Bien au contraire, c'est un processus, ce sont des méthodes très structurées. Merci Corinne, effectivement ça nous éclaire beaucoup. Alors on a évoqué le management, on évoque effectivement ce qu'est la créativité et puis comment on peut effectivement la poser dans l'entreprise. Dans ton livre, tu évoques aussi un élément qui m'a un petit peu surpris, c'est de dire que le top 10 des compétences qui sont demandées en 2022 donne une place prépondérante en fait à la créativité. Quel enseignement on doit en tirer globalement sur l'évolution effectivement des compétences des collaborateurs? Alors donc, ça a été effectivement donné, la créativité est remontée dans le top 10. C'est aujourd'hui, la créativité est en 3e position, devant l'esprit d'analyse et d'innovation, donc pour moi effectivement qui fait partie, comme je viens de vous décrire aussi, de la créativité, et la capacité à apprendre seul de façon autonome. Nos mondes changent très vite. On a besoin de développer cette capacité, effectivement, d'analyser, d'innover, on l'a vu en préambule, mais aussi de se renouveler, d'apprendre en permanence. Et donc, cette créativité est primordiale. Or, elle n'est pas enseignée à l'école, ou très peu. Elle n'est pas enseignée dans les programmes de management. Et hier, j'étais en formation stage 301 où je formais donc nos étudiants à la créativité. Et j'ai eu le retour de Maëlle en fin de session. Maëlle est un Master 2 en intelligence économie. Il a travaillé chez Unilever, il a travaillé chez Coca-Cola avant de réintégrer la formation stage 301. Et en fin de session, il me dit mais ta formation, elle est géniale, mais pourquoi est-ce qu'on ne nous enseigne pas ça avant pour justement être plus efficient dans nos phases de recherche et d'apprentissage et en entreprise. Donc, on a aujourd'hui un réel travail pédagogique à faire là-dessus. Et il existe aujourd'hui des très bons bouquins en management, des très bons bouquins en créativité, mais il y avait un vide pour moi en tant qu'ex-manager sur comment est-ce qu'on manage la créativité de nos équipes. Et aujourd'hui, on a besoin effectivement de revaloriser cette compétence qui est souvent associée. À l'école, on enseigne quand la créativité, quand j'en parle? C'est quoi? C'est art plastique quand tu es en 3e. Enfin, et depuis, j'en ai plus jamais fait. Enfin, non, la créativité, c'est cette aptitude. Et donc, c'est de réveiller ce cerveau, cette imagination. Alors moi, je connais un très bon livre en créativité à lire absolument. C'est ce qu'on évoque ce matin. Une question de Stéphanie qui nous demande effectivement comment valoriser la compétence de la créativité dans une candidature et à quel moment on peut en parler. Je pense que c'est intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce qu'un CV, est-ce qu'une posture de quelqu'un qui porte la créativité ou qui a pas mal d'idées, voilà, comment, est-ce que je peux le faire? Comment je fais en tous les cas, Corinne? Comment je fais pour recruter une personne avec créativité? Alors là, c'était plutôt comment je valorise mon côté créatif dans un CV. Je pense que c'est la question de Stéphanie. C'était voilà, comment, si je le suis, que je porte un peu ces idées-là, comment je peux le faire Exactement. C'est un exercice que j'avais fait avec l'APEC il y a quelques années. J'avais donné, on travaillait en photolangage. Bougez pas, je vous montre. Je l'avais amené avec moi. C'est du live. Ouais. Photolangage, c'est de pouvoir s'exprimer avec des visuels. Donc là, j'en ai plein devant moi. Et donc, eh bien, quelle est ma particularité? Comment est-ce que je me distingue? Et donc, de pouvoir trouver une métaphore pour pouvoir exprimer votre métier. Dans le groupe, j'avais une personne, je reprends l'exemple de l'APEC, qui était très introvertie, qui avait du mal à s'exprimer, qui était développeur. Et donc, il a trouvé l'image du Bouddha pour pouvoir parler de ses compétences et dire, voilà, moi, une de mes forces, c'est que je suis comme un Bouddha. D'extérieur, je montre quelque chose de très serein, passible, et au fond de moi, je suis super aligné. Voilà une façon différente de se présenter. Donc, utilisez des métaphores pour pouvoir valoriser effectivement vos compétences, pour vous distinguer effectivement. C'est une technique qui peut être utilisée. Super. Bon, Stéphanie, j'espère qu'on aura répondu en partie à votre question. Alors, on parle de effectivement créativer. On va reprendre le terme que tu as inventé. Et effectivement, comment on fait en entreprise? Parce que c'est pas si simple que ça. Concrètement, voilà, comment ça fonctionne? Comment je mets ça en place moi dans mon entreprise si vraiment je veux véritablement insuffler la créativité dans l'entreprise demain? Alors, donc, c'est pratiquement la moitié du livre où on va aborder effectivement des solutions très opérationnelles, pratiques, des retours d'expérience, des témoignages qui sont faits à l'intérieur. Moi, je vous invite déjà à vous questionner en tant que manager, quand est-ce que vous avez surpris vos équipes pour la dernière fois?
Quand est-ce que vous avez managé autrement? Parce que ça vient aussi de votre propre posture. C'est-à-dire que cette notion de inciter les équipes à avoir des idées, c'est aussi se remettre en cause en tant que manager et d'être créatif dans sa posture. Un exemple concret, puisqu'on c'est aussi intéressant de partir là-dessus, c'est concrètement casser les codes de vos réunions. Alors, je sais qu'on est dans un contexte qui nous emmène à des dimensions intersidérales. Casser les codes, c'est par exemple faire des réunions en marchant. Pareil, la neuroscience prouve que notre cerveau s'aère davantage en marchant. Donc, faites des réunions en extérieur. Et je reprends ce contexte actuel. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de faire une réunion sur une table de pique-nique dans un parc? Voilà, pour se retrouver de façon safe. Faites vos réunions aussi, pourquoi pas, dans d'autres lieux. Allez faire vos réunions, par exemple, chez un client, chez un fournisseur, dans un tiers-lieu, dans un espace de coworking. Changez de lieu pour pouvoir faire vos réunions et puis changez les codes. Faites des réunions, par exemple, debout ou autrement, enlevez les tables. Dans tous les ateliers que j'ai pu faire, la table est et c'est comme si on mettait des barrières avec les écrans. Donc, faites des réunions sans table, sans écran, en cercle. Cassez les codes, même si vous revenez à l'étape par la suite, mais cassez vos codes, cassez vos façons de faire, surprenez vos équipes. Et un dernier atout, c'est le management visuel. Utilisez des schémas, des tableaux. Faites péter le PowerPoint pour aller plutôt vers moi, je reviens à d'anciennes choses, hein, les papers, les tableaux Velleda, mais visualisez ensemble, prenez un crayon, échangez, dessinez des schémas. Ça, c'est aussi une façon différente de créativer de façon concrète sur les réunions. D'accord, merci à toi. Alors, tu parles beaucoup aussi de méthodologie, comment réussir, les règles du jeu, comment je mets en place en fait une forme de confiance dans le groupe qui va travailler cette créativité. Alors, on fait comment alors du coup, parce que c'est vrai que ça peut paraître. On a évoqué les profils de management tout à l'heure. Ceux qui ont une sensibilité à animer et qui ont une sensibilité créative, ça va être un peu plus facile. Dans des profils un peu différents de managers, voilà, comment je crée cette confiance, comment je mets cette règle du jeu, parce qu'il y a un respect entre chacun, j'imagine, parce que quand on fait de la créativité, on ouvre les chakras, on ouvre aussi la liberté de chacun de s'exprimer. Donc, comment je fais concrètement dans l'animation ? Alors concrètement dans l'animation, on va être sur des solutions. C'est super frustrant parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Mais concrètement, c'est de pouvoir partager les règles. Lorsque vous voulez faire une réunion créative ou qui sort un peu de ce cadre, c'est de pouvoir aussi se donner des règles de fonctionnement en début de séance. Partager les règles du jeu pour créer ce climat de confiance. C'est basé sur les travaux de Teresa Amabile, que je vous invite aussi à découvrir parce que c'est une chercheuse américaine qui est très peu connue en France, qui a travaillé sur le management de la créativité. Et donc, un des éléments indispensables pour qu'un individu soit créatif, c'est qu'il soit en confiance. Parce que je vais oser exprimer des idées. Donc, c'est créer ce cadre de confiance en début de session. Et donc, c'est de demander à vos collaborateurs de quoi est-ce que vous avez besoin pour être en confiance. Et vous notez au paper les éléments clés. Vont arriver naturellement la notion de bienveillance, d'écoute, de partage, de non-jugement. Voilà. Et vous fixez ce cadre ensemble pour que les gens puissent s'exprimer aussi par la suite et vous allez vous référer là-dessus. Et donc, un dernier point essentiel que je vous invite à faire, juste si vous pouvez repartir avec ça, c'est passer du oui mais au oui et. Bannir le oui mais en réunion et mettre en place un oui et. Un oui et qui ouvre, qui offre une discussion plus ouverte. On a le droit de pas être d'accord, mais on n'est pas là pour tuer les idées. Juste. Une question d'Isabelle qui effectivement est assez intéressante, c'est comment je fais pour animer la créativité quand aujourd'hui je suis depuis quelques mois en distanciel. Voilà, ça casse quand même du coup les codes peut-être de ce qu'on peut animer. Est-ce que toi tu as une expérience d'animation en distanciel ? Alors, j'ai plein d'expériences d'animation en distanciel, malheureusement ou heureusement. Je vous ai évoqué la notion de photolangage tout à l'heure. Donc ça peut être aussi une notion intéressante. On l'a fait lundi là, avec un atelier qu'on a fait avec des managers de chez Arkea, d'accueillir avec du photolangage pour que les gens puissent s'exprimer. Le photolangage, le fait de s'exprimer avec des visuels à l'écran, et vous leur demandez leur état émotionnel, comment est-ce qu'ils se sentent là-dessus. Sur le projet, quel visuel pourrait représenter aujourd'hui comment est-ce que je me sens au sein de l'équipe, comment est-ce qu'on avance sur le projet. Ça peut être une solution d'utiliser effectivement le photolangage pour que les gens puissent s'exprimer autrement et vous allez être surpris de cette qualité d'échange qui va s'instaurer dans la discussion.
C'est un retour que j'ai eu aussi d'un consultant qui l'a appliqué à des grands dirigeants qui eux-mêmes l'ont fait en grand conseil d'administration et ils ont travaillé avec des visuels de Magritte, donc quand même assez et donc il a interrogé tous ces cadres dirigeants sur comment est-ce que vous avez vécu l'année, quels enseignements on en tire et qu'est-ce qu'on peut faire de différent l'année prochaine, et il devait s'exprimer à travers les tableaux de Magritte. Et il a fait un retour public sur LinkedIn pour dire « J'ai été subjugué du temps rapide que l'on a mis et de la pertinence des solutions que l'on a pu trouver dans un temps très court. » Alors j'ai une question de Christelle qui est effectivement intéressante et je vais me permettre de répondre à Christelle, c'est comment la créativité peut nous permettre de nous démarquer dans l'entreprise. Alors c'est justement ce qu'on va proposer à l'issue de ce webinaire, c'est un cursus de formation pour justement que l'entreprise puisse se poser les bonnes questions, se démarquer sur ses produits, ses services et son organisation commerciale. Donc c'est véritablement quelque chose qu'on veut traiter dans le cadre de notre centre de formation Winbound Sales, puisqu'on veut aider les entreprises aussi à s'adapter au contexte et à je dirais, performer face à la concurrence. Tu évoques dans ton livre aussi les boussoles. Alors moi, je connaissais ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les profils disques, effectivement avec des profils et des couleurs rouge, jaune, vert et bleu. Ces profils, du coup, effectivement, c'est très intéressant puisque tu évoques des modèles différents de préférences comportementales. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce côté collectif, individualisé, je crois que c'est le terme que tu emploies dans ton livre. Je trouve vraiment que c'est intéressant comme approche. Alors, dans le livre, en fin de compte, j'ai voulu, comme je l'explique, recenser les bonnes pratiques pour manager avec créativité, manager la créativité des équipes. Et donc, je propose 4 boussoles pour se donner des repères. Je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire, mais c'est de donner, dans ces moments aussi de turbulence et de transformation, 4 grands repères. C'est un peu comme les 4 préceptes de Toltec. C'est de se dire, il faut pouvoir proposer un cadre ouvert. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les règles du jeu. À la fois être cadré, donner un cadre et en même temps donner de l'ouverture. Une autre boussole, c'est de proposer un collectif individualisé. C'est à l'intérieur, effectivement, que l'on va valoriser les richesses des individus qui la composent. C'est-à-dire à la fois valoriser le collectif et en même temps que chacun ait sa place dans sa différence. En tant que manager, c'est aussi ce rapport au temps. Parce que pour être créatif, on a besoin de temps et en même temps on a besoin de rapidité, c'est prendre le temps d'être efficace et c'est de donner du sens avec la boussole du rêve réaliste. Ce que tu évoquais, Michel, c'est après la notion, hop, je reviens dessus, les 4 profils, c'est cette notion-là, je passe peut-être rapidement dessus et vous les retrouverez effectivement progressivement, j'en parlerai régulièrement. C'est les 4 profils, je pars du principe qu'on est tous créatifs. Ce qui nous différencie, c'est le comment on est créatif. Apparaît à l'écran 4 profils qui sont issus de Forsyth. On est composé des 4 profils à des pourcentages différents. Mais ce qui est intéressant, c'est de déterminer aussi nos zones de confort. Je reprends l'exemple d'hier, je l'ai fait avec les étudiants sous forme de petits questionnaires. Et ils ont pu se situer pour savoir si on avait un profil qui était plutôt clarificateur et idéateur, ou réalisateur, ou développeur. Je vous laisse lire à l'écran ce qui apparaît. Et effectivement, lorsque vous allez constituer des groupes, et la richesse aujourd'hui de nos entreprises, dans ces mondes complexes, c'est de pouvoir composer des équipes qui valorisent nos différences. Et on a besoin de ces différences. Et je reprends un exemple concret. Si vous êtes en mode projet, eh bien, vous allez avoir besoin de tous ces profils dans un projet. Si vous n'avez pas de clarificateur, eh bien, votre groupe va partir sur une idée, va la préparer, un plan d'action, la mettre en place, mais peut-être qu'ils ont mal analysé le contexte, les enjeux et les problématiques clients. Si vous avez un groupe qui manque d'idéateurs, je dirais, ils vont peut-être faire du copier-coller par rapport à ce qui existe ailleurs et vous n'allez pas forcément vous distinguer sur votre marché. Si on n'a pas de profil développeur au sein de votre équipe, eh bien, vous allez faire une bonne analyse de votre marché, vous allez avoir des idées géniales que vous allez mettre en place, mais en fin de compte, elles sont un peu bancales parce qu'on n'a pas trouvé les angles morts. Donc, on va avoir besoin aussi de profils développeurs. Et ensuite, les réalisateurs, c'est ceux qui osent, ceux qui passent à l'action, ceux qui testent, ceux qui expérimentent. Et si vous n'avez pas de réalisateur, eh bien, c'est l'exemple, par exemple, de Kodak, qui avait tous les brevets pour passer au numérique. Donc, ils avaient inventé, ils avaient clarifié le truc, mais ils n'ont pas mis en place cette innovation sur le terrain. Donc, on a besoin aussi de réalisateurs. On a l'exemple de BlackBerry aussi qui a fait le choix des touches et pas de
du toucher. Donc, on a des exemples. Dans ton livre, tu évoques beaucoup de citations hyper intéressantes. Il y en a une que j'ai retenue, que j'ai postée ce matin. C'est la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent d'Albert Einstein. Ouais. Alors, on comprend assez facilement, Corinne, l'intérêt d'une telle démarche, surtout dans un contexte actuel chamboulé, où j'ai besoin un peu de challenger ce qu'on fait, les produits, les services, la méthode commerciale, l'organisation. On parlait d'organisation en distanciel. Moi, j'ai une vraie question aussi qu'on peut se poser en tant que dirigeant. C'est ce que les dirigeants ne pensent pas que c'est un peu une distraction. C'est-à-dire que c'est plutôt sympa pour un séminaire. Ça amuse bien les équipes. Et je reprends une autre citation, c'est la créativité et l'intelligence qui s'amusent. Donc, c'est une question que je te pose, j'y vais directement. Ouais, j'adore. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. C'est une citation qui m'anime énormément et que j'ai sur mes cartes de visite. L'autre citation que j'aime beaucoup, c'est celle de Mark Twain. L'homme habité par une idée d'œuvre est loufoque jusqu'à ce qu'elle soit reconnue. Et donc ça aussi, il faut pouvoir l'assumer. Et effectivement, on passe pour des doudingues et c'est OK. Et c'est d'être à l'aise avec là-dessus. Je reviens sur cette notion de plaisir. Je repartage avec vous un élément à l'écran. D'après vous, combien de personnes en France associent la notion de plaisir et de travail? Eh bien, simplement 20%. On est dans un contexte culturel aujourd'hui en France où, merci Descartes, on est dans quelque chose où le travail doit être sérieux, le travail doit être labeur, alors qu'il y a une notion primordiale, c'est la notion de plaisir. Et donc la créativité, on se connecte à un cerveau qui nous amène dans un flow. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé cette notion de « j'ai pas vu le temps passer ». J'étais tellement dedans, j'étais tellement bien que j'ai pas vu le temps passer. Eh bien, le flow, c'est cet état créatif où on est en pleine effusion, où on devient tellement efficient qu'on ne voit pas le temps passer et on prend du plaisir. Et donc, culturellement, aujourd'hui, Michel, c'est effectivement nos freins que l'on a à combattre. Et on dit souvent « Ah, vous êtes bien amusé dans votre groupe de créativité. J'ai vu, il y a plein de couleurs, il y a plein de post-it. Ouh, c'était sympa. » Ouais, c'était sympa. Mais on a super bien bossé. Et donc, c'est d'assumer, oui, j'ai pris du plaisir, mais oui, j'ai bossé. Donc, voilà. Et donc, un autre élément aussi dans les travaux de Teresa Mabilé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, un élément primordial pour qu'un individu soit créatif, c'est la motivation intrinsèque. C'est-à-dire, est-ce que je suis motivé par le sujet? Un individu qui n'est pas motivé ne sera pas créatif. Et donc là, il y a plein d'études de gens très intelligents qui l'ont prouvé. Donc vous, en tant que manager, c'est de faire travailler vos équipes sur des sujets qui les motivent, ou de trouver un axe de motivation. Donc, sa notion de plaisir est primordiale. Je suis désolée d'insister là-dessus parce que, merde, quoi, faisons-nous plaisir. C'est clair. Alors, Christelle qui pose une question. Le livre, on le retrouve aux éditions Iris Créativité. Donc, vous pourrez l'acheter en ligne. Très, très beau livre. Alors, je ne te lâche pas parce que tu n'as pas répondu totalement à ma question. Vas-y. Je continue un petit peu dans l'angle qu'on évoque. C'est est-ce que, du coup, m'engager dans une voie délicate, est-ce que c'est pas s'engager, dans une voie délicate de management? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver à discuter de tout dans cette séance de créativité? Est-ce que, du coup, ça ne pose pas les freins à mettre en place une stratégie de créativité? Est-ce que c'est pas un cadre qui est trop ouvert et puis du coup tout le monde va discuter de tout, puis moi je vais perdre un peu le sujet? Exactement, et ça c'est aussi une crainte très très forte de la part des managers, cette perte de pouvoir, cette perte de cadre. Une personne qui participe à un atelier de créativité va être surpris aussi des méthodes et des outils qu'on utilise, et souvent le retour que j'ai, mais c'est finalement on est quand même assez structuré. Cette notion de « OK, faites ce que vous voulez » dans les équipes, c'est pas ça manager la créativité, c'est de donner aussi un cadre de recherche. Le fait d'inciter les personnes à oser faire autrement, c'est pas non plus leur donner les clés de la maison pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Vous avez aussi un cahier des charges à donner, d'accord? Donc ça, c'est aussi primordial. Par contre, où on a évolué, c'est quand même dans cette approche, je l'ai évoqué tout à l'heure, cette approche d'ouverture, de oser faire des choses. En France, il y a 43% des Français qui ont l'impression que leur organisation n'accepte pas le droit à l'erreur, contre 23% par exemple des Canadiens. C'est-à-dire que
Mais oui, c'est-à-dire qu'on peut avoir une injonction à allez-y, sois créatif, mais surtout vous trouvez tout du premier coup. Donc en tant que manager, c'est de créer aussi ce cadre où les équipes vont oser expérimenter. Alors peut-être qu'au début, pour rassurer les managers et les organisations, choisissez des sujets qui soient pas stratégiques. Hein. Ça peut être, tiens, on vous laisse carte blanche pour réorganiser la salle de pause. On vous laisse carte blanche pour organiser la prochaine réunion qui a lieu vendredi de 15h. Faites ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà. Et puis, progressivement, vous allez donner d'autres autonomies et vous allez ouvrir ce fameux cadre. Ouais, on retrouve un petit peu ce qu'on dit souvent du système scolaire français, hein, qui, dès le plus jeune âge, vient noter et effectivement casse un peu cette dynamique où des profils un peu atypiques ne trouvent pas leur place dans le système scolaire. Donc, je pense que c'est effectivement plus profond dans la société française. Effectivement, alors c'est un vrai enjeu. Ce que dirait un dirigeant, c'est bon, d'accord, je vois la méthode, je vois l'approche, et puis je pense qu'on est dans un contexte où on en a besoin d'ouvrir les chakras, mais concrètement, quel résultat je peux souhaiter obtenir sur une équipe et sur des projets que je vais challenger? Voilà, comment concrètement ça peut aboutir? Alors concrètement, ça peut aboutir sur quoi? Tout dépend du contexte que tu me donnes, Michel. Mais déjà avoir des idées, c'est peut-être, vous avez vu tout à l'heure avec cette roue des profils, ça dépend aussi dans quel contexte, dans quelle culture d'entreprise vous êtes aussi. Hier soir, il y avait un des étudiants qui me demandait, mais comment est-ce que je fais pour parler de créativité? J'ai situé dans une entreprise où personne ne parle de créativité, alors utilise des méthodes, mais n'en parle pas. Donc après, si tu veux des méthodes concrètes, ça peut être par exemple de pouvoir se dire par rapport à un sujet, pour le voir différemment, ça peut être par exemple vous cherchez des nouvelles solutions pour conquérir de nouveaux clients, d'accord, ou fidéliser des clients, d'accord. Tu fais une réunion de travail avec tes équipes là-dessus. Le fait de le voir de façon créative, ça peut être d'entamer votre réunion en posant la question inversée. C'est une méthode de créativité où on va plutôt aller sur le senseur et de pouvoir poser aux équipes comment, d'après vous, on peut perdre des clients. Et donc là, les équipes vont lister un maximum de pistes pour justement, on fait la question inversée et après vous cherchez la réponse. Et vous allez voir que c'est une autre façon d'aborder le sujet et on trouve des idées innovantes. D'accord. Tu poses dans ton livre, alors que je trouve assez sympa dans sa forme, il y a beaucoup de petits schémas, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de place aux questions sur chaque chapitre. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Qu'ai-je fait de différent sur ma dernière réunion? Qu'ai-je accordé comme temps pour chercher, tester, essayer autre chose? Comment apporter des réponses pour rassurer, encourager la prise de risque? J'aime bien cette posture et du coup, est-ce que c'est une posture globale de la créativité qui est nécessaire dans ce schéma? Ouais, je vous l'ai présenté tout à l'heure en préambule, le fameux processus avec les 3 étapes est véritablement un enjeu pour vous, c'est de mettre une place et donc prendre le temps de pouvoir se poser des questions. C'est la puissance de la maïeutique. Un savant n'est pas celui qui fournit les bonnes réponses, mais celui qui sait poser les bonnes questions. Et donc là, j'ai accompagné dernièrement la CARSAT Bretagne sur un gros dispositif d'amélioration continue. On a utilisé des méthodes créatives. On a passé une réunion avec les porteurs de projets de 3 heures sur l'analyse déjà de leur sujet. Eh bien, à la fin du dispositif qui a duré 1 mois et demi avec 15% de leurs collaborateurs, donc il y avait quand même énormément de monde, ils m'ont redit, Corinne, la première phase qu'on a fait ensemble de préparation de ce défi a été primordiale pour nous poser les bonnes questions et être d'accord sur les enjeux. Le pourquoi c'est important. Donc, interrogez-vous déjà avec ce que j'appelle moi l'arbre d'abstraction en technique de créativité. D'un côté, pour pouvoir donner du sens, c'est par rapport au sujet qu'on a traité, pourquoi c'est important de le résoudre. Et donc, posez-vous cette question-là, c'est quoi les enjeux, qu'est-ce qu'on a déjà fait, pourquoi ça n'a pas fonctionné, et inversement, concrètement, qu'est-ce qui nous bloque aujourd'hui pour avancer. Super. Et là, vous faites simplement une cartographie sans chercher les solutions. Être dans cette logique de pourquoi. C'est aussi une règle qui s'appelle les 5 pourquoi. Super. On arrive à 38 minutes. Il nous reste 2 minutes. Écoutez, j'ai envie de clore sur cette petite phrase que Corinne m'a glissée. C'est le savant n'est pas celui qui fournit les bonnes réponses. C'est Claude Lévi-Strauss. Je pense qu'on aurait pu faire toute la matinée avec Corinne, tellement qu'elle est passionnée par son sujet. Je vous rappelle la sortie de son livre Créativer en entreprise.
C'est chez Iris, édition créativité. Très très bon livre, très sympa. On vous proposera dans les semaines qui viennent aussi une formation pour justement se challenger en entreprise et effectivement bousculer un petit peu les approches produits, les approches services, les approches commerciales. Et je suis très très heureux d'avoir pu accueillir sur ce premier webinaire de l'année Corinne, et bravo pour ton livre et puis pour tout ce que tu fais sur la créativité. Et je vous remercie à tous de votre présence et je vous souhaite une très très bonne journée et un bon week-end. Eh bien, créativez, osez, tentez, expérimentez, faites quelque chose de différent dans votre journée et regardez le plaisir que vous prenez à oser faire autrement. Belle journée à vous. Merci Michel et ravi de cette aventure ensemble. Merci à tous, bonne journée. Au revoir. Au revoir.